Bon, on va démarrer la présentation du cas, la segmentation stratégique de Lucier Kistal. J'espère que tout le monde a eu l'occasion, si vous voulez, de lire le cas, parce que je vais commencer son traitement. Et il est très important que le cas soit déjà lu, pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. Le cas, il est disponible comment dire, il est disponible sur le support de cours. Il est très intéressant parce que ça va nous permettre un peu de comprendre un peu l'outil de segmentation stratégique, son importance, sa structuration, les critères sur lesquels on se base pour le définir, etc. Est-ce que vous avez le plein écran, c'est bon? Oui, monsieur. Ok. Bon, voilà, comme je l'ai déjà annoncé, donc on va consacrer de la séance au traitement du cas numéro 1, la segmentation stratégique. Bien sûr, la dernière fois, vous avez eu l'occasion, si vous voulez, de faire la différence entre segmentation stratégique et segmentation marketing. Nous avons dit que la segmentation stratégique, il vise le couple produit-marché. Quel produit dans quel marché? Le marché, il est spécifique, c'est un segment. Et la segmentation marketing, il vise le couple produit-client. Quel produit pour quel client? Et bien sûr, les critères qu'on utilise ici et là sont très différents. Les critères de segmentation marketing sont liés au consommateur, au client. C'est pour cela que vous pouvez trouver les catégories d'âge, les tranches d'âge. Vous pouvez trouver les catégories socio-professionnelles. Vous pouvez trouver aussi le niveau de revenu, le sexe, les préférences ou les traits de personnalité, etc., etc. Et on parle du client, la segmentation marketing. Par contre, segmentation stratégique, on parle activité. On doit segmenter les activités qu'exerce l'entreprise. Une entreprise peut exercer plusieurs activités, pas une seule. Et donc, de ce fait, pour qu'il puisse gagner en termes de visibilité, qu'il puisse avoir une certaine intelligence informationnelle et pour qu'il puisse prendre des décisions stratégiques pertinentes, ça segmente à des activités. D'où le terme de segmentation stratégique. Les critères de segmentation sont différents de la segmentation marketing. Segmentation stratégique, les critères, par exemple, la technologie utilisée, les besoins à satisfaire, le réseau de distribution, la structure du coût, etc. Et on s'intéresse à l'activité. Et donc, les critères de ressources qui sont mobilisés, finalement, on va arriver, si vous voulez, à segmenter ou découper l'organisation en plusieurs DAS, en plusieurs domaines d'activité stratégique. Et c'est là où on va étudier davantage l'intérêt que porte l'entreprise pour un DAS plutôt qu'un autre. Pourquoi il va investir ici, pourquoi il va maintenir les ressources, pourquoi il va injecter des ressources ici, ou retirer les ressources. Et c'est comme cela qu'on puisse comprendre le comportement stratégique des entreprises. Alors, juste un rappel, on va voir la situation de l'Usurkistan. Et donc, vous avez, à travers les données, vous avez pas mal de données sur le processus de production de l'huile, sur les marques que gère l'Usurkistan. Et la première question, comment peut-on opérer une segmentation stratégique du groupe Usurkistan sur la base des éléments fournis? Et donc, forcément, pour opérer une segmentation stratégique, il est nécessaire, si vous voulez, de regrouper les différentes marques que produit le Usurkistan selon un certain nombre de critères. Okay. On va utiliser quelques critères. Par exemple, la technologie utilisée, les clients servis, les besoins satisfaits ou la nature des concurrents. Il y a quatre critères. Okay. Les critères pour dégager des segments homogènes.
avec les segmentations marketing, vous allez utiliser des critères pour définir des segments homogènes selon le sexe, selon les catégories d'âge, etc. Un groupe homogène de clients. Ici, on va essayer de définir un groupe d'activités homogène, de telle manière de gagner en termes de visibilité et en même temps comprendre un peu les décisions que peut prendre l'entreprise dans chaque DAS. Donc, pour faire vite, on va mobiliser un certain nombre de critères qui vont nous permettre de segmenter les activités assurées par le surquista. Comme les activités sont hétérogènes, sont différentes, sont spécifiques, on ne peut pas les confondre. Donc, on doit définir des frontières pour isoler et pour cerner des activités différentes et on va essayer de les segmenter en segments différents. Chaque segment est homogène. Donc, on va partir de ce qui est confus à ce qui est précis. On va partir de ce qui est hétérogène à ce qui est homogène. On a le passage de ce qui est confus au précis, de ce qui est hétérogène à ce qui est homogène. Et c'est la segmentation qui va nous permettre de le faire. C'est la même technique qu'on utilise pour le cas de la segmentation marketing. Sauf que les critères qui me disent sont critères très différents. Donc, on va utiliser 4 critères. باش نسهلوا على راسنا نشوفوا شنو la technologie qui est utilisée pour produire certains produits, quels sont les clients servis, les cibles, les besoins à satisfaire, la nature des concurrents. Et donc, lorsqu'on va définir le tableau, on se rend compte qu'à travers les critères qu'on va mobiliser, on peut dégager 4 DAS. OK. Quel est le DAS, le domaine d'activité stratégique, il y a de l'huile végétale, زيت المائدة, quel est le DAS de l'huile d'olive, quel est le DAS de l'hygiène, quel est le DAS de l'alimentation animale. OK. Donc, ملي كنخرجوا عاد نبداو نشوفوا بأن nous sommes devant 4 marchés très différents. ما نقدرش نكونفونديو le marché de l'huile végétale مع l'huile d'olive, de l'huile d'olive مع l'hygiène. On ne peut pas confondre le savon مع l'huile. C'est l'huile de table ou l'huile d'olive. Et donc, ce qui fait à la segmentation, il va nous aider, si vous voulez, de gagner en termes d'intelligence stratégique. C'est comme si on peut dire que diviser pour maîtriser. Diviser pour maîtriser et mieux décider. Donc, pour mieux décider, il faut maîtriser ce qu'on fait. Pour maîtriser ce qu'on fait, on doit découper l'activité en plusieurs domaines d'activité stratégique que nous avons appelés DAS. Allez plus en détail pour comprendre un peu pourquoi nous avons regroupé les marques dans l'huile végétale. Tu vois bien déjà la technologie utilisée. La technologie utilisée pour l'huile végétale, c'est pas la même que l'huile d'olive, c'est pas la même que l'hygiène ou l'alimentation animale. Déjà là, la structure du coût ou la technologie utilisée, le processus de production est différent. Il y a utiliser la même chaîne de production باش نصنعوا l'huile ou باش نصنعوا le savon. C'est insensé. Et donc, ce qui fait le critère de la technologie, c'est un premier pas pour décomposer et pour distinguer un peu entre les activités assurées par le surcristal. نمشيو la technologie, sachant bien que l'huile végétale, le marché de l'huile végétale في المغرب, le surcristal, il détient 65% des parts de marché. Okay. Et donc, on a une position très dominante. Et sur chaque 65, c'est-à-dire que les 100% qui existent sur le marché, 65% sont détenus par le surcristal. Pour concernant l'huile d'olive, le surcristal détient 14%. Bien sûr, il est leader, mais la part de marché est très faible. Parce que le marché de l'informel est très dominant au Maroc. Les gens recourent à l'huile d'olive en vrac, qui est produit par les coopératives, bien d'autres,
Et ce qui fait que là, c'est un concurrent qui est très important dans le marché. Et néanmoins, le Sokistal, il essaie de développer les parts de marché, ou le marché de l'huile d'olive, parce que ça va lui permettre, si vous voulez, comment dire, de vendre des produits à l'international. Vous avez le savon corporel, euh, le Sokistal, il détient 75% des parts de marché. ملي كتقولوا savon corporel انا عندكم تما comme produit, vous avez, comme noté dans le, j'essaie de consulter le cas. Donc, concernant le premier cas, les savons corporels, vous avez Taos. Pour le savon d'entretien ou de ménage, vous avez le kif, le menjil morceau, le menjil liquide. Vous pouvez aussi voir le segment stratégique de l'hygiène, le surcristal, il domine toujours. Hein. Il est toujours leader sur le marché marocain. Et donc, il a une position de leadership, surtout dans le segment de l'huile végétale ou dans le segment de l'hygiène. On va essayer, si vous voulez, de le traiter. Je passe de place, le bureau est segment avec le juge, l'huile végétale, l'huile d'olive. Tu fais la segmentation, la technologie utilisée, et on peut la définir en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la trituration. La trituration, en arabe, c'est sahq, écrasé. Donc la trituration, c'est extraire de l'huile brute des graines oléagineuses. Les graines oléagineuses, هو البذور الزيتية. Et donc, l'opération de la trituration. Après, la deuxième opération, c'est l'opération de raffinage. Le raffinage, ça veut dire quoi? On va comment dire, on va faire, comment dire, on va éliminer les impuretés de l'huile brute. Une fois triturée, une fois écrasée avec le bouton de la matière, il reste néanmoins des déchets, des impuretés. Donc, la deuxième opération de la chaîne de production, il consiste à quoi? À éliminer les impuretés de l'huile brute provenant de la trituration. Et donc, les clients servis, il y a deux types de clients de le Sud-Kistan. Il y a les consommateurs finaux, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Vous avez les restaurants et vous avez une partie qui est destinée à l'exportation. Concernant les industriels, on leur vend, ceux qui savent leur vend de l'huile en vrac. Elle est dans des citernes en inox. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier fournisseur des industries agroalimentaires, c'est le seul qui savent le Maghreb. Celui qui la production par exemple comment dire des samak al-mu'allab, par exemple, vous avez les sardines qui sont la conserverie du poisson. Il achète de l'huile de Sokistal. Vous avez par exemple les biscuiteries, le biscuit qui utilise l'huile. Ils ont intérêt, si vous voulez, d'acheter l'huile en vrac, et les machines emballées, non emballées, dans des citernes, parce que ça va réduire le coût. Parce qu'avec l'emballage, c'est un coût. Et pour l'industriel, c'est un coût au départ et à l'arrivée. Au départ, s'il achète de l'huile emballée, il va supporter avec le coût de l'emballage. Et à l'arrivée, c'est le coût en termes de temps. Parce que s'il va acheter des produits emballés dans des bouteilles, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il puisse ouvrir la bouteille, la déverser, etc. Donc, et donc le Turkistan a tout un réseau
de camions, des camions avec des citernes en inox pour livrer leurs produits aux industriels. Donc, vous pouvez voir que la logistique, c'est très importante. Il est important parce que ça va permettre, si vous voulez, de s'imposer davantage sur le marché. Les besoins satisfaits, vous avez la qualité nutritionnelle et gustative. Par exemple, lorsqu'on va jouer sur la qualité de Wheeler. Okay. Wheeler, c'est la qualité nutritionnelle. On va jouer sur la notoriété. Notoriété, par exemple, de Le Sueur. Le Sueur, lorsqu'on fait de la publicité de Le Sueur à la télévision, on peut juste parler que les alam al-hamra, le symbole, les quatre carrés rouges, ça symbolise quoi? Ça symbolise la notoriété. Vous avez sur la disponibilité. Le Sucristal, il fait de telle sorte que ces produits soient disponibles à travers le Maroc. Jamais vous allez trouver que ces produits manquent dans un marché, dans un rayon d'un hypermarché. Pourquoi? Parce que sa logistique est très développée. Il dispose à travers le Maroc, entrepôt pour stocker les marchandises, pour être proche du marché locaux, et il dispose de 340 camions. Et donc, ce qui fait avec une grande capacité de production. Juste pour vous donner une idée sur la capacité de production de Le Sucristal, je vous donne juste une idée sur la capacité de production de Le Sucristal. Le Sucristal, il peut produire jusqu'à 1,1 million de litres par jour. Il y a 1,1 million litres par jour. Juste pour vous donner une idée. C'est colossal, hein? Donc ça veut dire que cette position de domination dans le marché ne vient pas de nulle part. Ça veut dire que quelque part, avec la nature de l'organisation de Sucristal, comment dire, lui donne cette capacité, si vous voulez, à produire en grande quantité. Et donc comment dire, la ligne de production, sa ligne de production à Ain Harouda Casablanca, il peut emballer jusqu'à 28 000 bouteilles par heure. 28 قنينة في الساعة. Donc, juste pour vous donner une idée sur ce qu'on dit disponibilité, surtout pour les industriels, disponibilité, la quantité produite 1,1 million de litres par jour, ça veut dire que la capacité fait que l'industriel, lorsqu'il devient client, il est sûr qu'il va être livré rapidement des besoins. Okay. Et donc, vous avez la réactivité. Le Sucristal est très réactif. Ça veut dire que l'industriel, jamais il va tomber en rupture de stock pour produire du poisson conserve ou du biscuit au Maroc. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai déjà mentionné, le Sucristal, il arrive à produire 1,1 million de litres par jour. Okay. Aussi le prix. Parce que livrer de l'huile sans en vrac, ça va réduire le prix. Okay. Donc, moi, qu'est-ce qu'ils ont joué? Joué sur l'économie d'échelle. C'est quoi l'économie d'échelle? On va augmenter le volume de production et diminuer le coût unitaire. Le volume, vous allez réduire le coût unitaire. Donc, ce qui fait, ça va permettre à le Sucristal de gagner en termes de coût et de proposer des prix très compétitifs pour les industriels. Okay. Et donc, vous pouvez voir que les besoins, soit pour le consommateur individuel, avec la qualité nutritionnelle, la notoriété surtout,
par exemple, l'autorité le sueur. Il suffit de voir un spot publicitaire pour se rendre compte comment on joue sur cette notoriété. العلامة الحمراء. Donc tout le monde a entendu parler de العلامة الحمراء sur la télévision. يعني باش يبينوا أن النوtoriété الشهرة il est importante. Les concurrents de l'Ouzbékistan. Les concurrents, vous avez Savola. Savola Maroc. Savola, c'est une filiale, c'est une antenne. La Savola, c'est une société saoudienne de l'Arabie Saoudite. Donc, il s'est installé au Maroc et c'est elle qui propose Afia et Hala. Vous avez les huileries, vous avez les huileries de Meknès. Les huileries de Meknès qui proposent le produit d'Argis. Vous avez les huileries de Sousse qui proposent l'Usra. Vous avez Siof qui propose Siof à Fès. Siof se trouve à Fès, Nargis à Meknès. Les huileries de Sousse à Agadir. Donc, ce sont des concurrents. Le marché il est davantage dominé par le Turkestan à 65%, qui m'a dit. Donc 65% des parts de marché, et 65% des parts de marché qui rejoignent le Turkestan. Et combien il reste de 65%? Il reste 35%. À 35%, il est réparti bien hadou. Déjà, le Turkestan a une position dominante. Il y a qui dominer le marché. Donc, vous pouvez voir, vous allez vous rendre compte de la spécificité de le DAS. C'est un premier DAS. C'est un premier DAS. La spécificité dialogue lorsqu'on va traiter comparativement, on va traiter le DAS du Jaouch, le DAS 2, concernant l'huile d'olive. Okay. Et donc, déjà, à travers la technologie utilisée, il faut qu'il y ait une différence. À travers le besoin, qu'il y ait une différence. Et les concurrents, ils ont une différence. Donc, concernant la technologie, il faut, là aussi, qu'il y ait une première opération qui a le triturage, la trituration, avec les olives seront triturées, يعني سحق يسحقوهم يعصروهم ولا تسمى فيها شنو فيها التريتوراسيون فيها le broyage السحق وفيها le pressage, dire on va presser pour dégager l'huile et après le pressage il va y avoir la centrifugation. La centrifugation centrifugeuse, يعني on va faire circuler à vitesse rapide avec l'huile pour qu'on puisse dégager l'excès de l'eau باش يخرج على برا. Plus ça tourne rapidement. Oui. مسيو الله يخليك واش يمكن انغيجستري حيت شي طلبه راه ما دخلهمش الكور. قلت لك كبير مرينا نحاول bon. نعاود rapidement pour que l'enregistrement passe. Can you enregistrer? Hein? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. الثلاثة هذه. ماشي أنا. لا أنا عارف هذيك اللي كتنشر بالمنشار واش تقدر. Bon. Donc on va reprendre, nous sommes arrivés au niveau de la technologie. Donc vous avez remarqué que le
Au niveau de la technologie, déjà une différence. Il y a un broyage, une sarre, le pressage, presser pour dégager l'huile, et après centrifugation pour dégager avec l'excès de l'eau. باش نوصلوا l'huile d'olive vierge, et voilà, extra vierge. Ok. Et bien sûr, à travers le processus de la production de l'huile, le surcristal, il ne va pas se contenter de ça. Il a développé ce qu'on appelle l'agrégation. Il a agrégé ou rassemblé des agriculteurs dans la région de Meknès, la région de Qalat Serrana, où il a implanté de l'olivier par satellite pour respecter un peu l'alignement, l'enseignement. Et donc, et grâce à l'intégration de la chaîne de la culture de l'olivier, le surcristal il a réussi, si vous voulez, à gagner €1 de plus par litre vendu à l'étranger. Donc la qualité de l'huile n'est pas liée uniquement au niveau de la technologie utilisée à l'intérieur, au niveau de la plantation de l'olivier, la culture de l'olivier. Et donc le surcristal, elle a compris que la qualité de l'huile commence déjà à travers l'olivier. Okay. Et donc, quand l'opération a dit, il est intéressante. Le broyage, pressage, centrifugation. Si on regarde un peu les consommateurs, vous avez les industriels, ils peuvent acheter de l'huile d'olive qui sont emballées à 5 litres, à 10 litres. Et Monsieur. pour les consommateurs individuels, oui. ما راكش نبارطاجي معنا l'écran. Il faut réagir à temps, hein, parce que ما تخليونيش dépasser parce que ما راحش il faut réagir. Je ne peux pas le savoir. Et maintenant, c'est bon? C'est bon. Oui, bon, monsieur. Bon, donc vous avez là aussi les industriels, vous avez les consommateurs finaux, vous avez aussi l'huile d'olive, comme je l'ai dit tout à l'heure, destinée à l'exportation, le reste du monde. On va voir maintenant concernant le besoin. Le besoin, vous avez le besoin de santé. On va jouer sur la qualité nutritive de l'huile. Et bien sûr, là c'est important, surtout dans la culture culinaire du Maghreb, la cuisine marocaine. Vous avez aussi le plaisir. Moi, je peux jouer sur le plaisir culinaire. Et on peut jouer aussi sur la santé. On peut jouer sur le plaisir et on peut jouer sur l'authenticité. L'authenticité, on pouvait remarquer ça à travers les points publicitaires, les spots publicitaires, lorsqu'on montre de l'huile d'olive, utilisée dans le tagine. C'est de l'authenticité. Lorsqu'on montre quelqu'un qui est en train de goûter l'huile sur l'olivier. Et c'est un moyen de montrer l'aspect authentique de produit vendu. Donc l'authenticité, c'est un besoin. Le plaisir aussi, c'est un besoin. La santé aussi, c'est un besoin. Et concernant les concurrents, vous pouvez avoir les huiles et de source. Les huiles et de source, c'est eux qui fabriquent le SRA. C'est eux qui fabriquent le SRA et c'est eux qui fabriquent le Wadsus. Vous avez les huiles et de source. Vous avez la société Mabroka qui produit l'huile Mabroka et Aïcha. Et vous avez les huiles importées. Les huiles importées ne constituent pas vraiment un véritable danger pour le surcristal. Le marché, ici, nous avons dit qu'il est dominé à 65% par le surcristal. Là, il est dominé juste à 14%, pas à cause des concurrents que vous avez ici, mais à cause de la concurrence des concurrents indirects. Les concurrents indirects, ce sont des concurrents directs. On est dans un marché qui est structuré, formel.
avec les concurrents indirects, moins qu'on trouve le marché informel. Et c'est pour cela que le marché de l'huile d'olive, il est toujours dominé par le masarat, avec les ateliers de pressage de l'huile, soit des coopératives, soit des individus, etc. Et donc, là, juste pour comprendre un peu pourquoi les 14%. Concernant l'hygiène, la technologie qui est utilisée, l'hygiène, il est différente. C'est un troisième DAS. DAS 3. Je fais un DAS l'huile végétale, l'huile de table. Je fais le DAS de l'huile d'olive, un DAS de l'hygiène. On a fait le savon corporel ou fait le savon d'entretien, de ménage. Le processus il est très simple. Fait la saponification. La saponification, je nous fais, c'est utiliser l'alcali. L'alcali, c'est une lessive. Donc, il y a les corps gras. Les corps gras, c'est l'huile de table ou l'huile d'olive, etc. Le processus, il est comme ça. C'est-à-dire, on peut fabriquer le savon chez soi. Il suffit d'avoir avec le. Et donc, comment dire, les clients, vous avez les consommateurs finaux, les restaurants. Et là, les restaurants, parce que Taos, avant, il existait un morceau, maintenant, il existe liquide. Taos liquide, il a développé le marché de l'hygiène في المغرب. يعني ولاو يشريوه حتى les restaurants, حتى les hôtels. Et il est destiné même à l'exportation. Sachant bien que le Turkistan, il produit 120 millions de pièces de savon par année. Il y a 20 morceaux de savon, juste pour donner un peu la capacité de production. Donc les besoins, vous avez l'hygiène, c'est normal. Vous avez le premier besoin, c'est l'hygiène. Vous avez aussi la nature naturelle et écologique. Sabon al-kif, sabon al-arasa, parce qu'on sabon al-kif, on joue sur ça. Et vous avez l'aspect parfum, l'aspect l'odorat ou le parfum le savon. Et vous pouvez voir déjà le process, on ne peut pas confondre le savon avec l'huile d'olive, l'huile de table. Les clients qui connaissent les mêmes, des restaurants, ils achètent de l'huile d'olive ou achètent de l'huile de table de cristal ou achètent de l'hygiène. Mais au niveau de la technologie, ici, au niveau des besoins, quand tu vois déjà, c'est une activité à part, on ne peut pas la confondre. Et donc, comment dire, les concurrents, vous avez Procter & Gamble, à travers Tide, à travers Ariel, à travers Vonux, qui vend les produits détergents liquides, ou pour les machines à laver. D'autant plus que le savon d'entretien, le menjil, maintenant, liquide, il est comme concurrent, par exemple, Ariel. Okay. Vous avez concernant les morceaux de savon, vous avez Dove, qui est produit par Unilever, vous avez Luxe, vous avez Omo, vous avez Persil. Ok. Les 4 produits sont fabriqués par Unilever. Tide, Ariel et Vonux sont fabriqués par Procter & Gamble. Et vous avez Lever Brothers, Lifebuoy. Lifebuoy, comment dire, il pénètre mieux le marché des pays de Golfe que le marché marocain. Je peux citer que tu vois les chaînes des pays Golfe. Vous avez Riquet dans Ben Gizer concernant Dettol. Donc, c'était pas vraiment un danger parce que le consommateur marocain n'est pas encore sensible à la problématique des microbes, etc. Okay. Et donc, ce qui représente le niveau de vie des pays de Golfe comme il est élevé, le consommateur il devient sensible à les arguments. Les arguments, le savon qui
attaquent les microbes, comme le Lifebuoy et Dettol. Concernant maintenant les tourteaux, chez moi les tourteaux, moi l'alimentation avec l'alimentation les déchets suite à la trituration, l'huile d'olive ou l'huile de table, plutôt lorsqu'on la trituration, les graines oléagineuses, les olives, les déchets constituent vraiment une alimentation pour le bétail. C'est les tourteaux. C'est quoi? C'est un résidu solide extrait après trituration. Il peut être vendu à qui? Au Provendy. Le Provendy, au moins les fermiers, les entreprises d'élevage de bétail. Parce que l'alimentation des tourteaux, c'est une alimentation riche en protéines. Donc, il peut comment dire, améliorer la qualité de la croissance du bétail, en même temps la qualité de la viande. Parce que l'aspect protéine, ou quelque chose, la protéine, c'est pas synthétique, c'est une protéine naturelle. Et bien sûr, les concurrents, c'est quoi? C'est les tourteaux importés. Et parfois, ça vient moins cher d'importer des tourteaux de l'étranger que de les produire au Maroc. C'est pour cela que le Sir Cristal, il a abandonné Gaha de Das. Le cas, il ne l'a pas encore abandonné, mais après, le Sir Cristal, il va l'abandonner, tout simplement pour lorsque le Maroc il a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Avec la baisse des prix de douane, il a fait que les tourteaux importés, il est très faible. Et donc, ce qui fait que le Sir Cristal, il a senti la marge n'est pas importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a abandonné. Donc, là, vous avez compris que lorsqu'on utilise les mêmes clients, parfois qu'il y a des clients différents, okay? Concernant les critères, les concurrents sont différents. Okay? Les besoins sont différents, la technologie sont différents. Et les clients sont parfois aussi différents. Et donc, à travers les 4 critères, vous avez compris que finalement, nous avons réussi, si vous voulez, à segmenter l'activité globale de l'essai cristal en 4 DAS. Okay? Pas de questions à ce propos? Donc là, vous avez compris que les critères qu'on a utilisés, ce n'est pas les critères de la segmentation marketing. Et là, on est en train de chercher à homogénéiser des domaines d'activité. Et faire de telle sorte que le domaine d'activité soit homogène. Oui? Monsieur Michel, présentation à thème. Ok. Bon. C'est bon, monsieur. Donc là, vous avez compris que pourquoi j'ai mis beaucoup l'accent sur les critères de segmentation. Et j'ai dit que les critères de segmentation stratégique ne sont pas les mêmes que les critères de segmentation marketing. Les critères de segmentation stratégique, on l'utilise pour qu'on puisse dégager le couple produit-marché. Et le couple produit-marché. Et l'IADA, c'est un marché, l'hygiène, c'est un marché, avec une technologie spécifique, des clients spécifiques, des besoins spécifiques, des concurrents spécifiques, des structures de coûts spécifiques, parce que la structure du coût pour produire le savon mâché, il y a de l'huile d'olive, ou mâché, il y a de l'huile de table. Donc, la structure du coût va être aussi différente. Et donc, ce qui fait, on est en train, si vous voulez, comme si on est en train de partir de ce qui est confus vers ce qui est précis. La précision, c'est la segmentation stratégique. Et là, on saura dire l'avantage et la DAS. Au moins, on peut dire quelle est la position qu'occupe le Sir Cristal, DAS 1, DAS 2, DAS 3. OK. Et donc, la deuxième question, quelle segmentation stratégique Cristal peut-on proposer? Donc, déjà, une partie de la réponse existe dans cette question 1.
Et donc, c'est la base des critères retenus, les 4 critères retenus, celle de la technologie utilisée, celle des clients, celle de celui des besoins à satisfaire, des concurrents qui existent sur le segment. Et donc, on va regrouper les marques en plusieurs DAS. L'exemple de Procter & Gamble, on va partir du DAS pour aller vers l'activité et de l'activité pour aller vers le produit. OK. Avec le premier, donc combien de DAS que nous avons dit? Il y a 4 DAS. Le DAS, l'huile végétale, l'huile d'olive, l'hygiène et l'alimentation animale. Donc, bien sûr, le sucre cristal peut ajouter un DAS et supprimer un autre. Okay. Si on va actualiser les données d'aide locale, on peut ajouter les condiments. Les condiments avec comment dire, avec les condiments, avec comment dire, de la mayonnaise, de la moutarde, du ketchup et les épices. Les épices, le poivron rouge, le poivron noir, etc., etc. Et donc, ce qui fait, concernant l'activité, nous allons avoir 2 activités. Les activités des huiles embouteillées, que ce soit cristal ou le sueur ou huile or. Vous avez les huiles en vrac qui est destiné aux industriels. Et donc, concernant, et vous avez un seul DAS, huile d'olive, ok? Et vous avez l'hygiène, nous avons une seule activité pour l'huile d'olive. Là, nous avons 2 activités, une concernant le savon corporel, l'autre concernant le savon de ménage. Et là, vous avez un seul DAS aussi, l'alimentation animale. Concernant les produits, vous pouvez voir ici les produits. Le sueur plus oméga 3, le sueur friture, Safia, huile or, cristal oméga, cristal friture, oléor. Okay. Concernant ici, c'est l'huile de table industrielle qui est acheminée via les camions, les citernes aux industriels. L'huile d'olive, vous avez Johara, cristal olive, Abroca. Et concernant le Taos, vous avez Taos authentique, lavande, et vous avez Taos jeune, etc. Savon ménage, vous avez le kef, le menjel. Et là, vous avez le tourteau de soja. Et le soja, la trituration de là, avec l'alimentation animale riche en protéines. Et là, vous pouvez voir que lorsqu'on a segmenté ici, l'intérêt, on va y répondre à travers la question 3. Et nous avons réussi, si vous voulez, comment dire, on a réussi, si vous voulez, à définir, repérer les points communs entre les activités. Et les points communs entre les activités pour les regrouper fluides végétales, on les a réussi à les regrouper grâce aux critères de la technologie, aux critères des besoins et des concurrents. C'est comme si nous avons les critères de la segmentation, un effet synergique. يعني كيجمع أنشطة homogène, متجانسة. Et donc pour l'huile d'olive également, l'hygiène, savon corporel, savon ménage et l'alimentation animale. Et donc chemin faisant, nous avons combien de DAS? Nous avons 4 DAS. يعني بحال اللي كتقول le sueur cristal, l'activité ديالها globale, il est décomposé en 4 domaines d'activité stratégique. Et pourquoi stratégique? Parce qu'on dépend des décisions stratégiques qu'il va prendre, ce cristal. Est-ce qu'il va investir ou désinvestir? Est-ce qu'il va jouer sur quel facteur de différenciation, etc. Et pour mener une guerre, on doit définir d'abord le terrain de guerre. Et donc, chaque terrain, il est spécifique. C'est un terrain de guerre spécifique. C'est un terrain de guerre spécifique. Celui-là spécifique, celui-là spécifique. Les armes qu'on va utiliser pour défendre la position de ce cristal ici et là, radicalement aussi différents. Okay.
Donc, هاد découpage, on va gagner en termes d'intelligence. Et c'est une intelligence stratégique. Plus on va délimiter, cerner, spécifier, préciser, plus on gagne en termes de visibilité. Donc, c'est important. Donc, question suivante, quelles sont les répercussions d'une telle segmentation pour le groupe? Qu'est-ce que cette segmentation va avoir comme impact sur le groupe Le Turkistan? Et donc, on va citer quelques répercussions. La première répercussion, vous avez le découpage adopté. Le découpage adopté conduit à l'abandon d'activités non prometteuses. Et donc, il y a certaines activités de faible valeur qui sont abandonnées par le Turkistan. Et comme activité, si vous avez le cas, activité non abandonnée, vous avez le Maxis, le détergent Maxis, et vous avez l'emballage. Donc le Turkistan, il a considéré que le Maxis, même s'il est bénéfique, il a décidé, si vous voulez, de se recentrer et d'adopter une stratégie de recentrage. Donc, une diversification vers d'autres secteurs pour produire, par exemple, Maxis. Et après, il a décidé, si vous voulez, de revenir, de se recentrer sur ce qu'on appelle son cœur de métier, le core business, le cœur de métier. Le cœur de métier de Turkistan, c'est quoi? C'est produire, valoriser le cœur de métier, le cœur métier. Le cœur métier, voit ce que l'entreprise sait faire. Je ne sais pas dire. Et donc, le cœur de métier, il est centré davantage sur la production et la valorisation de l'huile et des corps gras. Les corps gras, au moins le savon. Et parce qu'il y a un effet de synergie entre le savon et les corps gras. Et comme le savon, une partie du savon fait l'huile. Et donc, ce qui fait, c'est la première chose qu'on remarque. Lorsque nous avons fait la segmentation, on se rendait compte que le Turkistan, il a adopté une stratégie de recentrage sur son cœur métier et il a abandonné certaines activités qu'il considère non prometteuses, à faible marge. Des activités qui sont citées sur le cas, vous avez le Maxis et l'emballage. Donc, vous avez aussi la segmentation stratégique autonome et homogène. Et homogène avec le type d'avantage concurrentiel recherché pour chaque DAS. Donc, la segmentation, mais quand on a les parts de marché, avec les parts de marché, c'est homogène avec l'idée de la segmentation. Si on mélange l'huile d'olive à l'huile de table, on ne saura pas véritablement de quoi on parle lorsqu'on évoque le part de marché. On parle de marché de quoi? Et donc, la segmentation, elle a eu le mérite à travers l'homogénéisation du segment, l'homogénéisation de l'activité, d'aboutir à une visibilité pour dire, tiens, ce segment-là, le Turkistan détient 65% des parts de marché. Et donc, bien sûr, les décisions d'attribution de ressources ne présentent pas d'incohérence. Le Turkistan, lorsqu'il va décider d'injecter des ressources sur un segment dans lequel il détient 65% des parts de marché, et donc le PDG directeur général saura convaincre le staff, ou là, il saura convaincre les actionnaires. Et lorsqu'il va dire je vais investir, comme ils ont investi par exemple Ain Harouda. Ain Harouda, ils ont investi 80 millions de dirhams. 2010. Plutôt, attendez que je cherche le chiffre exact. Oui, voilà, 80 millions de dirhams. Ils ont modernisé l'usine de Ain Harouda à Casablanca et ils ont injecté 80 millions de dirhams pour développer les lignes de production. Donc, actuellement, les lignes de conditionnement, elles ont atteint 7 lignes. C'est les lignes de conditionnement. Donc, ce qui fait, c'est pour ça que les 7 lignes de conditionnement, ils permettent de produire
un ensemble de 1,1 million de litres par jour. Il s'étale sur 18 hectares. Déjà, la décision d'attribuer ou d'injecter les 81 millions de dirhams, quand nous le part de marché de 5%, ça va être insensé. C'est pour cela que nous avons dit que ne présente pas d'incohérence. Mais quand il y a une incohérence bin les parts de marché, ou bin les parts de marché que détient le cristal, et la décision d'attribuer ou d'injecter les ressources. Un père qui a 3 enfants, le dernier, il ne suit pas vraiment ses cours, il ne va pas à la fac, mais néanmoins, il lui loue un appartement à Oujda, lui envoie de l'argent, etc. Il y a une incohérence entre les notes diaolo, la validation des notes et les moyens injectés. Il y a une incohérence. Par contre, non. نشوفوا كاين une cohérence تناسق بين les parts de marché détenues et la décision d'allouer, d'attribuer, d'injecter les ressources dans ce segment-là. Okay. Et donc, comme il y a une segmentation, comment on saura qu'il y a une cohérence ou incohérence? Comment on saura que la décision prise par le cristal, c'est une décision pertinente? On ne le saura pas, parce que tout est confus, tout est mélangé. Et donc, lorsque nous avons mis de l'ordre et distingué les segments, et non, le cristal, il peut prendre des décisions qui sont pertinentes. Il sait très bien lorsqu'il va investir les 81 millions 81 millions de dirhams, il sait très bien que c'est pour défendre sa position de leadership et en même temps pour réduire les coûts. Il y a une stratégie qui est fondée. Et donc, mettez-vous dans l'esprit des managers, les décideurs, et imaginez une seule fois si le décideur n'a pas segmenté son activité. Mais quelle segmentation? Et il va naviguer à perte. Et il va y avoir de l'inconfusion, de l'ignorance, de l'incertitude. Et donc, on a réduit l'ignorance, l'incertitude et augmenté l'information grâce à la segmentation. Et là, les décisions, avec nos décisions pertinentes. Troisième aussi répercussion, grâce à la compréhension des menaces et des opportunités existant chez chaque DAS. Les menaces et les opportunités flottées de l'huile d'olive, mais chez où l'huile de table. C'est pas celui du DAS, il y a le savon. Chaque DAS constitue un marché spécifique. Ok. Et donc, dans chaque DAS, on peut trouver des menaces et des opportunités différentes chaque DAS. Et donc, lorsque le sur cristal il va identifier les facteurs clés de succès, et donc, lorsqu'il va comprendre, si vous voulez, les menaces et les opportunités, il va identifier les facteurs clés de succès sur lesquels il peut miser pour maîtriser les concurrents et pour dépasser les concurrents ou surpasser les concurrents. C'est-à-dire, on va faire l'enchaînement, inverse. S'il n'y avait pas de DAS, s'il n'y a pas de DAS, c'est-à-dire on n'a pas segmenté, ce cristal ne saura pas comprendre et identifier les menaces et les opportunités et ne saura pas définir les facteurs clés de succès sur lesquels il peut miser pour défendre sa position et pour dépasser les concurrents et avoir un avantage concurrentiel. Donc, pour identifier les facteurs clés de succès, nous savons la situation de l'audace. L'audace, il expose l'entreprise à des menaces où il offre aussi des opportunités. Okay. Donc, ce qui fait que la relation, il est équivoque. On va prendre l'exemple de l'audace de l'huile d'olive. Okay. Tout à l'heure, nous avons dit que l'audace de l'huile d'olive, je reviens en arrière pour que vous puissiez comprendre. L'audace de l'huile d'olive, l'audace de l'huile d'olive, maintenant, le circuit de salle, il détient 14% des parts de marché. Okay. Et nous avons expliqué de la faible part de marché
pas à cause de la concurrence des concurrents directs, ok, mais à cause de la concurrence du marché informel, le secteur informel. Et donc, il y a une grande partie de la production de l'huile d'olive qui est faite à travers le secteur informel. Et donc, qu'est-ce qu'il constitue pour le Turkestan? Il va constituer une menace. Il représente une menace. Et la menace, c'est quoi? La menace dans ce DAS-là, le DAS de l'huile d'olive. Donc, nous avons DAS, nous devons faire les menaces et les opportunités. Dans le cas de l'huile d'olive, nous avons le DAS fait des menaces. Parce que le secteur informel, c'est lui qui domine le marché et c'est lui qui offre une grande quantité de l'huile d'olive aux consommateurs. C'est pour cela que la part du marché de l'huile d'olive et le Turkestan, il est assez faible. Par rapport à la capacité d'elle, on peut dire 3 fois, 4 fois plus. Okay. Et donc la menace, on peut la traduire en termes de quoi? C'est la menace des substituts. Il y a un substitut, quel badil. C'est quoi? C'est une menace. La menace des substituts. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un produit de substitution qui concurrencie le produit de l'huile d'olive de le Turkestan, qui concurrence le Jawhara ou Cristal, il me broca. Okay. Et donc le Turkestan, lorsqu'il a compris la menace, l'opportunité aussi, l'opportunité qui existe sur le marché, le plan Maroc vert. C'est une opportunité. Le plan Maroc vert, il offre aux entreprises, comment dire, il finance les investissements. Une partie d'investissement, il est financé par le plan Maroc vert. Lorsque le Turkestan va regrouper les agriculteurs pour produire de l'olivier, implanter l'olivier, produire de l'olive. Et donc lorsque l'agrégation, agréger, c'est regrouper. Agrégation. Donc, ça représente quoi? Une opportunité que le Turkestan doit saisir, parce qu'une partie de l'investissement va être supportée par le ministère de l'Agriculture marocain. Ou en même temps, ça constitue quoi? Une menace. Les produits de substitution du secteur de l'informel constituent une menace. Okay. Et donc, à travers cela, lorsqu'on va réduire le terrain, on va délimiter le territoire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Okay. Mais il y a toutes les مسائل visibles. Et à l'intérieur de DAS, on a compris qu'il y a des menaces ou qu'il y a des opportunités. Maintenant, par exemple, en fonction de la compréhension des menaces de DAS, le Turkestan, il doit miser sur les facteurs clés de succès. Okay. Les facteurs clés de succès pour quoi faire? Pour réduire les menaces ou là pour saisir l'occasion de l'investissement et agréger les agriculteurs. Okay. Donc, comme facteur clé de succès sur lesquels le Turkestan, c'est nous le facteur clé de succès. Une sorte de contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, s'il arrive le Turkestan à le maîtriser, tu réduis la menace. Par exemple, on peut donner comme facteur clé de succès, ça améliorer le rapport qualité-prix. Les prix de l'huile, par exemple, je connais le secteur informel. لكن هنايا emballé dans une bouteille à 50 dirhams, يعني في l'informel غادي يكون واحد 45 حتى هو 48. يعني la différence ما خصهاش تكون كبيرة. يعني meilleure qualité avec un prix proche de celui du marché. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour réduire la menace? Il va améliorer le rapport qualité-prix. Il peut aussi mener une campagne de déstabilisation de substituts. La campagne de déstabilisation de substituts, c'est-à-dire à travers des spots sur la télévision, on peut montrer, par exemple,
La mauvaise qualité de l'huile qui est vendue sur le secteur informel. C'est pas de la qualité. C'est pas d'extra vierge. Aussi, on peut montrer les déchets qui sont jetés dans les rivières. Okay. Et donc, pour sensibiliser les consommateurs comment dire, à la défense de l'environnement. Mais sauf que la campagne de sensibilisation, est-ce qu'il peut marcher au Maroc? À la rigueur, améliorer la qualité-prix, ça peut marcher, mais mener une campagne de sensibilisation pour déstabiliser le substitut, le badil, je ne pense pas que ça va marcher. Parce que le consommateur marocain n'est pas encore sensible aux questions d'ordre écologique, d'ordre environnemental. Le consommateur marocain, il est plus attiré par le prix, pas par d'autres choses. Donc, ouais, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Et donc, ce qui fait qu'on peut espérer dans le futur, lorsque le niveau de vie des ménages va augmenter, les besoins des consommateurs vont aussi changer. Donc, aller chercher aussi d'adopter des comportements éco-responsables. OK? Et donc, je pense que le facteur clé de succès de mener une campagne pour déstabiliser les substituts, ça peut marcher en Europe. Mais au Maroc, ça ne marche pas. À chaque fois, on parle des déchets, les déchets de l'huile d'olive qui sont jetés dans les rivières, ça pollue les nappes phréatiques, etc. Mais le consommateur n'est pas sensible à ça. Il ne va pas dire, tiens, je ne vais plus acheter de l'huile vendue qui est dans le secteur informel. Pour résumer, simplement, pour résumer que quelque part ici, je dis quoi? Lorsqu'on va réduire, on va homogénéiser l'activité, créer le DAS à travers le découpage, pour identifier les menaces et les opportunités, et en même temps de comprendre comment agir. Le facteur clé de succès, c'est comment agir. Okay. C'est-à-dire les facteurs stratégiques sur lesquels l'entreprise doit miser, doit maîtriser, pour pouvoir, d'un côté, réduire les menaces, et de l'autre côté, saisir les opportunités. Et donc, s'ils n'avaient pas le DAS, on ne va pas comprendre les menaces, les opportunités. Confus. On ne va pas comprendre les facteurs clés de succès sur lesquels l'entreprise va miser pour dépasser les concurrents. Okay. Donc, le DAS a donc une importance. Le DAS de l'huile végétale, le sucre détient 65% des parts de marché. Okay. 65% des parts de marché. Donc, elle a une position confortable. Sauf qu'avec l'arrivée de Savola, quelle est menace بدات تبان في هذا السيكتور. المناس كتسمى بعد غنشوفوها في الموديل دي بورتور، المناس كتسمى l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle. Et la concurrence est devenue très intense. Ok. هذا c'est une menace. Maintenant, c'est quoi? Il va miser le cristal comme facteur de succès pour réduire l'intensité, pour faire face à de l'intensité. Et donc, il peut réduire les coûts. Réduire les coûts. C'est pour cela que nous avons dit que ce cristal il a investi 81 millions de dirhams à Ain Harouda, l'usine de Ain Harouda Casablanca. Donc, là, la baisse du coût constitue une façon pour augmenter la marge à Tzkiber. Le cristal, il peut trouver de quoi défendre sa position sur le marché à travers la baisse des coûts. Donc, le prix là, ça va pas. Si le prix baisse et le coût reste le même, c'est un danger. Mais si le prix baisse, reste stable et le coût il baisse, le cristal il arrive quand même à faire face à de la menace. Il peut faire aussi face à de la menace à travers l'innovation. Il va miser sur l'innovation des produits dialogues. Il peut jouer sur la réputation des produits, notoriété. La notoriété, par exemple, de l'huileur, qui est à 100%, 100% tournesol, mais عافية n'est pas 100% عافية, il est mélangé.
Et donc, ce qui fait, là, le surcristal peut jouer, faire la différence entre deux, entre Wheeler, Afia ou la Hala. Donc, là, ce sont des facteurs clés de succès sur lesquels le surcristal peut miser pour réduire la menace, faire face à l'intensité concurrentielle. Vous pouvez voir que les frontières du domaine, et plus on peut gagner de visibilité. Les menaces, les opportunités spécifiques à le segment, et quels sont les facteurs clés de succès sur lesquels le surcristal va miser pour défendre sa position. Donc là, ça rejoint un peu l'idée que nous étions en train d'expliquer, que comprendre les menaces et les opportunités liées à un DAS permet à l'entreprise d'identifier justement les facteurs clés de succès sur lesquels l'entreprise va miser, doit maîtriser pour dépasser les concurrents et tirer un avantage concurrentiel. Donc sans DAS, l'entreprise sera dans l'ignorance. Ne sera pas capable, si vous voulez, d'identifier les menaces et opportunités. بحال اللي كلشي مخلط. بحال شي مول بيسري في الحانوت ديالو كلشي عندهم مخلط. كلشي با لا كونطابيليتي وما عارف لا مارج ديالو وشي برودوي يخسروا شي ما يخسروش شنو هما لي كونكورون اكوتي. بار كونت لا بقى يسيغمونتي في المحل ديالو ويجمع لي برودوي كذا يعني عاد تولي عنده لا فيزيبيليتي. Les produits laitiers, les produits les légumineuses, le bien, le des, le hummus, etc. هنا ما بقى سيغمونتي عاد يبدا يشوف. اوكي هنا l'intelligence stratégique, les décisions stratégiques suppose هاد le DAS. On peut ajouter un autre DAS, chaque DAS qui partage la même combinaison de facteurs clés de succès nécessite donc de la même capacité stratégique. Mais quand tu trouves le DAS de l'huile d'olive, par exemple, les facteurs clés de succès, l'entreprise doit maîtriser. Comment elle va les maîtriser? Il ne s'agit pas d'identifier. ما تقوليش اودي كون عندي الفلوس نقدر كون عندي ندير هذا البيزنس وكذا. يعني identifier les opportunités dépend de la capacité à exploiter l'opportunité. Donc, le facteur clé de succès qui est identifié, on doit revenir à l'idée que l'entreprise doit avoir les moyens pour les exploiter, les moyens pour les maîtriser et dépasser les concurrents. Donc, ça, la capacité stratégique. Donc, on revient à l'équation d'Yanna. La dernière fois, on a l'adéquation entre la capacité stratégique et le facteur clé de succès. La capacité stratégique, ce que l'entreprise peut faire, les facteurs clés de succès, ce que l'entreprise doit faire. Donc, nous sommes en train de chercher à résoudre l'adéquation entre ce qui est intérieur par rapport à ce qui est extérieur, entre la dimension interne et externe, entre la capacité stratégique propre à l'entreprise et les facteurs clés de succès tels qu'ils existent dans l'environnement, dans son DAS. Et donc, vous pouvez voir qu'il ne suffit pas d'identifier les facteurs clés de succès, il faut aussi avoir les moyens de les exploiter. Donc, identifier sans avoir les moyens, ça va rester juste un vœu. Et donc, pour que l'entreprise puisse avoir identifié, il doit avoir les moyens de les exploiter. Ou même d'inventer d'autres facteurs clés du succès. Et dernière percussion, la segmentation stratégique permet de déterminer dans quelle mesure un avantage concurrentiel dans un DAS peut être durable. Parce que l'avantage concurrentiel que détient l'entreprise, est-ce qu'il est durable ou pas durable? Donc forcément, pour répondre à la question, c'est le modèle d'Yelman, le modèle de ressources based view, le RBBV, le ressource based view, l'approche basée sur les ressources, c'est elle qui nous permet de répondre à la question. Okay. Pourquoi? Parce qu'on va distinguer entre deux situations. Okay. La situation où l'entreprise va entrer dans le marché.
il existe. Il existait. يدخل. ولكن entrer, il s'installe dans le marché, ce n'est pas une garantie pour l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise a les moyens, si vous voulez, de durer? Donc, on cherche la permanence. Donc, l'avantage concurrentiel, il est provisoire. الحركة كاينة والفلوس دايرين. Okay. ولكن si le secteur tombe en crise, il y a certaines entreprises qui vont s'en sortir, celles qui détiennent un avantage concurrentiel durable. وهذا l'avantage concurrentiel durable من جاي la spécificité ديال les capacités stratégiques. عندها des ressources spécifiques. عندها des brevets. عندها des méthodes d'organisation, de logistique spécifiques. Et ce qui fait عندها les moyens pour que l'entreprise puisse durer à long terme. Okay. C'est très important à souligner. Et lorsqu'on va segmenter, c'est comme si on va dire dans quelle mesure un avantage concurrentiel dans un DAS est durable ou pas durable. Il est durable quand la capacité stratégique est spécifique. Une entreprise a des ressources spécifiques, les compétences spécifiques. يعني أي واحد يقدر يعصر زيت الزيتون ويبيعه في السوق، هذا يدخل السوق ويبيع. Il ne suffit pas beaucoup, il n'a pas besoin de gros investissement. ولكن est-ce que ça va lui faire de lui quelqu'un qui peut prolonger son activité à long terme? Et le long terme, il est là. Et là, il est dans le court terme. Tant que le business marche, lui, il va bien. ولكن il peut disparaître parce qu'il ne maîtrise pas de nouvelles technologies, parce que le marché tombe en crise, parce qu'il ne maîtrise pas certaines ressources spécifiques, etc. Et donc là, nous avons deux situations. Et donc, plus tard, vous allez comprendre pourquoi la différence entre les deux. À travers la séquence, je pense, la vidéo, هذاك اللي كيلعبوا على le durable, ils sont dans l'océan bleu. Ou ceux qui cherchent plutôt à exister sont plutôt dans l'océan rouge. Le durable, il va miser sur des ressources, des compétences spécifiques qui lui permet de développer une capacité qui fait de lui, qui lui permet d'exploiter les facteurs clés de succès, mais imposer de nouvelles facteurs clés de succès. Voir يبدل les règles. Parce qu'il y a deux logiques. Soit que l'entreprise va exploiter les facteurs clés de succès tels qu'ils existent, soit qu'elle va vraiment imposer de nouveaux facteurs clés de succès. Et là, c'est une stratégie d'innovation. Voilà, c'est une stratégie d'adaptation. C'est une stratégie d'exploration. C'est explorer. Voilà, c'est une stratégie d'exploitation. Donc, vous avez deux comportements stratégiques, deux approches stratégiques. Un qui suit l'évolution du marché, il cherche à s'adapter, et l'autre qui va essayer de réinventer les règles du jeu, de modifier les règles du jeu, d'imposer sa logique à lui, et donc d'imposer de nouveaux facteurs clés de succès. Et donc, هذا عنده une capacité juste pour exploiter, وهذا عنده une capacité spécifique pour innover. Okay. Et donc, vous pouvez voir que là aussi dans l'équation, l'avantage concurrentiel de ceux qui exploitent, ce n'est pas de long terme. وهذا qui va innover, qui modifie les règles du jeu, il va développer une capacité stratégique qui est fondamentale et qui fait que certaines ressources ne sont pas imitables. Et donc forcément, nous sommes dans une approche très, 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 très différente. Bon, voilà, si vous avez des questions, donc je vous conseille d'aller faire l'examen de l'année dernière. Il est disponible sur la plateforme. C'est l'évaluation stratégique normal, c'est ce normal 2019-2020. Donc vous avez une segmentation stratégique, un schéma avec des questions, et vous avez un QCM sur la segmentation, sur les facteurs clés de succès. Et ça va vous aider, si vous voulez, à comprendre davantage l'objet
la séance précédente concernant la segmentation stratégique. Le corrigé de l'examen de l'année dernière, elle est disponible. La session normale, S6, il est disponible sur la plateforme. Donc, essayez de travailler là ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que tant que vos idées sont encore fraîches. Et ça va vous permettre de mémoriser mieux lorsque vous allez refaire la séance rapidement à travers l'exercice. Et donc, je me limite à ça. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.